Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Gilles Chemla, je suis professeur de finance à Imperial College Business School et directeur du Center for Financial Technology. Aujourd'hui, je vais vous parler des tendances du marché de la finance et de ce qui vous intéresse particulièrement, c'est-à-dire des talents à développer pour vous, des attentes des employeurs en ce moment et vers où va le monde de la finance. Je vais vous parler de certaines tendances actuelles, puis plus précisément de deux grands domaines qui sont en pleine croissance, qui sont les nouvelles technologies financières et la finance pour le climat. Donc, pour me présenter brièvement, je suis donc professeur à Imperial College Business School, qui a été créé, en fait, qui a vraiment commencé à se développer en 2004. Nous avons maintenant un des tout meilleurs départements de finance, si ce n'est le meilleur en Europe. Donc, il faut juste que ça se voit maintenant sur tous les classements, mais au niveau recherche et de l'avenir de la finance, nous sommes extrêmement bien positionnés. Nous offrons plusieurs masters de finance dans différents domaines de la finance. Donc, les attentes d'abord, quels sont les secteurs qui recrutent beaucoup en ce moment? Donc, les attentes un petit peu des recruteurs et du monde de la finance. Alors, il y a en ce moment un grand intérêt pour la gestion d'actifs, pour les fusions-acquisitions, le private equity, la recherche, un petit peu l'information. Et surtout, deux domaines qui sont en plein boom, en pleine croissance, qui sont les nouvelles technologies financières et la finance pour le climat, ainsi que la finance avec une dimension d'inclusion et sociale. Donc, les attentes des recruteurs en termes de savoir-faire et de talent sont évidemment de plus en plus de technologies. Donc, ils attendent de vous que vous sachiez coder de nos jours, que vous sachiez lire et interpréter des données. Ils attendent de vous que vous sachiez expliciter un problème et essayer de résoudre des problèmes de façon assez claire et indépendante, que vous soyez capable de travailler en équipe. Et enfin, ils attendent aussi un certain nombre de connaissances et de compétences plus interpersonnelles. Donc, par exemple, savoir travailler en groupe, savoir se présenter, savoir expliquer, communiquer de diverses façons, que ce soit visuelle, auditive, écrite. Donc, un certain nombre de talents. Évidemment, très peu de personnes possèdent l'intégralité des talents qu'attendent les employeurs. C'est pour ça que le travail en équipe avec différentes facettes pour chaque individu est quelque chose d'assez important. Donc, quels sont les domaines actuellement qui se développent? Alors, il y a en ce moment une vraie poussée du monde des fusions-acquisitions et de private equity. On peut s'attendre aussi, avec la pandémie, la crise financière qu'on peut attendre, à ce qu'il y ait de plus en plus de restructuration. Donc, c'est un domaine qui risque d'être en vogue, en tout cas dans les années à venir. Aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à gérer au mieux leurs actifs, évidemment, on cherche à développer les positions en gestion d'actifs. Alors, n'hésitez pas à interrompre et poser des questions sur le chat et je serai ravi de répondre. Je vais maintenant m'intéresser plus précisément à deux domaines qui sont en plein boom, qui sont la fintech, les nouvelles technologies financières, et la finance climatique et sociale. Concernant les nouvelles technologies financières, en Europe, il y a une activité assez importante, notamment sur les banques en ligne. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler par exemple, de Revolut ou N26. Ce ne sont que quelques exemples. Donc, ça réclame un certain nombre c'est un domaine qui réclame un certain nombre de savoir-faire vis-à-vis des données notamment. Savoir interpréter les données, savoir coder, savoir avoir recours à l'intelligence artificielle. C'est un domaine aussi où il y a beaucoup de startups. Alors, il y a aussi les banques actuelles qui essayent de se réformer, évidemment, et d'adopter de plus en plus de technologies. Une vraie
zone de réflexion consiste à savoir quelle doit être la limite de l'utilisation des données et quel doit être le rôle que l'on place, qu'on laisse aux humains. C'est très important, évidemment, de prendre certaines décisions de façon humaine et personnalisée, et pas uniquement en prenant simplement des données et en prenant des décisions de façon informatisée. Alors, évidemment, il y a aussi en Europe une réglementation sur l'utilisation des données, la protection de la vie privée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la RGPD, mais c'est quelque chose d'important. Et en fait, on peut imaginer donc une certaine interaction entre différents types de régulateurs, que ce soit financiers, régulateurs des données, mais aussi le régulateur de la Commission de la concurrence, en fait, puisqu'il y a un vrai débat qui commence à émerger sur le pouvoir de marché des grosses entreprises de technologie. Est-ce qu'elles en ont trop ou pas? Est-ce qu'on doit les démanteler? Est-ce qu'on doit imposer qu'elles s'interdisent de participer à certaines activités? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir, évidemment, faire preuve de compétences techniques, mais il faut aussi pouvoir réfléchir à différents types d'interactions entre diverses activités et entre diverses activités de réglementation. Donc, les nouvelles technologies financières actuellement, outre les banques en ligne et les activités de banque en ligne parmi les banques plus traditionnelles, se développent beaucoup en ce qui concerne les moyens de paiement. Donc, bien entendu, vous avez tous entendu parler des crypto-monnaies, des bitcoins, des Ethereum, mais les moyens de paiement digitaux ne sont pas que les crypto-monnaies. Vous avez peut-être entendu parler des non-fungible tokens. Ça n'est pas que ça non plus. Il y a par exemple PayPal, que vous connaissez tous, mais aussi Venmo, même s'il n'opère pas en France, des moyens de paiement digitaux en ligne qui sont très efficaces, qui sont maintenant extrêmement puissants, qui sont en fait l'objet d'entreprises extrêmement puissantes avec une capitalisation boursière extrêmement importante. C'est probablement un domaine où l'Europe est actuellement un petit peu en retrait, mais ça ne veut pas dire que l'Europe ne va pas se développer dans ces domaines. Vous aurez peut-être des questions sur les crypto-monnaies. Donc, il y a différents types de crypto-monnaies. La plus connue étant Bitcoin. Alors, Bitcoin, ça fonctionne avec une technologie de minage qu'on appelle Proof of Stake. Cette technologie de minage consomme énormément d'énergie. Bitcoin est une monnaie décentralisée, donc qui permet de faire des transactions de façon anonyme, d'échapper à l'impôt, à la surveillance. Il y a par exemple des transactions Bitcoin sur le dark web. Donc ça ne plaît pas du tout aux banques centrales, aux régulateurs. Ça plaît beaucoup plus à des personnes un petit peu plus libertaires et adeptes de décentralisation et de liberté. Mais je ne pense pas, à titre personnel, que le Bitcoin va être la monnaie ou une des monnaies qui va se développer à moyen terme. Pour deux raisons. D'abord parce que la technologie de minage des bitcoins consomme énormément d'énergie. C'est pour ça qu'elle est maintenant, le minage de bitcoin est maintenant interdit en Iran et en Chine. Mais par exemple, on a vu qu'après certaines interdictions et restrictions successives en Chine, le minage du bitcoin s'est beaucoup déplacé vers d'autres pays, comme actuellement le Kazakhstan, mais dans les pays où ça s'est développé, on voit plus de pannes d'électricité. Donc ça ne va pas être quelque chose qui va plaire à tout le monde, parce que les gens ont bien sûr besoin d'énergie et d'électricité. Par ailleurs, Bitcoin a été accusé de polluer, et en cette ère de réchauffement climatique et de réflexion sur le climat, je ne pense pas que Bitcoin va avoir le succès que certains escomptent aujourd'hui. Par contre, il y a d'autres crypto-monnaies. Certaines vont utiliser une technologie qui réclame beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est probablement appelé à se développer. Mais il y aura aussi, et ça commence déjà en Chine, par exemple, il y aura aussi des pays et des banques centrales qui vont y mettre leur propre monnaie
digitale. Donc, par exemple, il y aura le e-yuan qui va être mis en place pour les Jeux olympiques d'hiver en 2022 en Chine, qui permettra d'échanger des dollars ou des euros vers le e-yuan assez facilement. On peut penser que ce n'est qu'un des exemples qu'on va voir. On peut imaginer la Banque centrale européenne, la Fed aux États-Unis et d'autres pays qui vont émettre leur propre monnaie digitale. Après, on peut imaginer qu'il y aura des monnaies décentralisées, mais les régulateurs voudront certainement garder un œil sur les transactions, pouvoir taxer certaines opérations, et je ne pense pas, à titre personnel, que les monnaies qui vont dominer, les monnaies digitales qui vont dominer, vont être celles qui sont en vogue aujourd'hui. Il y a aussi tout un savoir-faire sur les prêts avec la technologie. Si vous allez aux États-Unis, jusqu'en 2017, aux États-Unis, le premier émetteur de prêts immobiliers était une banque assez classique, Wells Fargo. Mais depuis, l'essentiel des prêteurs en immobilier sont des entreprises de fintech. Donc, vous allez sur Internet, vous remplissez votre dossier et en quelques minutes, vous avez un accord ou un refus sur votre prêt immobilier et des conditions qui vous sont données. Donc, en Europe, nous n'en sommes pas là. Il y a des réglementations plus strictes qu'aux États-Unis, ce qui permet d'ailleurs d'éviter les défauts sur les prêts immobiliers qu'on peut voir parfois aux États-Unis. Mais on peut imaginer que cette activité de prêt digital, cette activité digitale de prêt va se développer. Évidemment, les prêts immobiliers représentent une partie extrêmement importante des prêts. Mais il y a aussi des entreprises qui font des prêts à des étudiants de façon digitale ou des prêts à des entreprises de façon digitale. Il y a par exemple Kabbage ou Sophie, qui sont deux entreprises qui font des prêts respectivement à des entreprises ou à des étudiants. Il y a, bien entendu, parmi les émetteurs de prêts digitaux, il y a par exemple Quicken Loans, qui est un très gros prêteur immobilier aujourd'hui. Et enfin, il y a la gestion d'actifs avec des robo-advisors, des techniques digitales pour faire de la gestion d'actifs. Il y a la création d'applications qui sont très faciles à utiliser, qui permettent de rassembler l'ensemble de vos comptes, de vos lignes, de vous donner certains conseils. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est aussi quelque chose qui n'est pas le plus développé actuellement en Europe, mais on peut imaginer que ça va se développer dans les années à venir. Je voudrais maintenant passer à la finance climatique et sociale. En fait, la finance climatique, c'est évidemment quelque chose qui est amené à se développer. On peut voir qu'il y a un véritable intérêt des investisseurs pour la finance climatique. De plus en plus des fonds gérés aujourd'hui sont des fonds qui prennent en compte le climat. Et donc, il y a un véritable intérêt des gestionnaires d'actifs pour développer des solutions qui sont considérées comme plus acceptables d'un point de vue climatique, d'un point de vue environnemental. Mais nous ne sommes qu'au début d'un long voyage à ce propos. Il y a encore énormément d'entreprises, par exemple, émettrices de CO2 qui sont financées. Il y a même un article récent d'une professeure à Stanford qui montre que même les banques centrales, dont la Banque centrale européenne, quand elles ont essayé de racheter des obligations, par exemple, ont notamment acheté des obligations d'entreprises polluantes et que même leur portefeuille avait plus d'entreprises polluantes que le portefeuille moyen. Donc, il y a une véritable réflexion à mener. Bien évidemment, si les actions et les obligations polluantes sont boudées par les investisseurs, le prix risque de baisser, mais il y aura toujours des petits malins. Par exemple, des fonds spécialisés qui vont ignorer l'aspect social et climatique, qui vont vouloir acheter ces entreprises
là qui polluent ou qui ne sont pas responsables. Et c'était en fait une limite à l'investissement socialement responsable. C'est pour ça qu'il y a une véritable politique publique à mener si l'on souhaite financer la finance verte. Mais il y a aussi évidemment tout un ensemble de risques à gérer. Donc, le secteur de l'assurance, mais aussi la façon dont on gère les portefeuilles en gérant les risques, doivent prendre en compte le risque climatique de nos jours. Ce sont de vraies problématiques à gérer. Il y a aussi, par exemple, le financement participatif, alors qui est aussi un aspect du prêt, par exemple, mais pas que, de financement de start-up, de financement de projets, de façon digitale. Mais une partie de ce financement, par exemple, il y a le microcrédit cher à Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix, qui a développé le microcrédit au Bangladesh, qui permet de prêter de l'argent à des personnes pauvres, pas éduquées, qui n'habitent pas dans les villes, bien souvent des femmes qui n'ont pas accès aux prêts des banques, et permettre, en jouant sur la responsabilité collective d'un groupe auquel on prête de l'argent, permettre à des personnes assez pauvres de se développer, d'avoir accès à la finance. En Afrique, il y a notamment, on a vu la naissance de monnaies qui étaient basées sur des minutes de téléphone, puisque beaucoup de personnes n'avaient pas accès à des comptes en banque tels que nous les connaissons en France. Et donc, il y a tout un ensemble de moyens de paiement où on peut utiliser un système D, mais aussi de la technologie, pour permettre plus d'inclusion et l'accès à des moyens de paiement et des moyens financiers à plus de personnes. Tout cela est amené à se développer. Je vais maintenant m'intéresser aux questions que vous nous posez. Alors, pouvez-vous me conseiller sur un parcours envisageable pour faire trader? Alors, trader, de toute façon, c'est toujours bien de connaître de la technologie, de la gestion d'actifs. Donc, il y a des masters spécialisés en gestion d'actifs. Mais il y en a, voilà, il y en a un très bien à Dauphine, par exemple. Il y a aussi un master de trading, de marché financier. Il y en a évidemment à Londres, Imperial College notamment, à la London School of Economics et d'autres. Mais il y a beaucoup d'universités en fait qui offrent des masters de gestion d'actifs, de marché financier qui permettent de devenir trader. Quels sont les métiers d'avenir dans la finance? Donc, c'est l'essentiel de mon discours aujourd'hui. On peut imaginer les fusions-acquisitions, le private equity, le restructuring, les gestions d'actifs, mais aussi de plus en plus donc, de nouvelles technologies utilisées en finance et la finance sociale inclusive et la finance du climat. Il faut savoir aussi que quand on utilise les données financières pour prendre des décisions de prêt, par exemple, bien souvent, les petits malins des entreprises de nouvelles technologies financières utilisent aussi des données non financières. Donc, par exemple, il y a une entreprise allemande qui utilise votre adresse email, ce que dit votre adresse email de vous, les heures auxquelles vous êtes sur Internet, ce que vous faites sur Internet, le type de shopping, de courses que vous faites, ou d'activités que vous faites, le temps que vous passez sur vos écrans, tout ça sont des données qui permettent de prédire en fait le risque que l'on prend en vous prêtant de l'argent. Donc, ça peut être aussi terrifiant. C'est pour ça qu'il y a en Europe une véritable réglementation pour limiter ces pratiques, mais cela existe, il faut le savoir. Et donc, si on veut faire de la finance de façon créative, bien souvent, comme dans tous les domaines, il faut savoir regarder en dehors de la boîte. Donc, ne pas être uniquement focalisé sur la finance, mais savoir des choses dans d'autres domaines. Alors, parmi les autres questions, alors, est-ce que je conseille le minage de crypto-monnaies du coup, comme Ethereum par exemple? Alors, je ne vais pas conseiller le minage à titre personnel, puisque là, je suis là pour parler de master et de votre carrière. Mais
je pense que c'est qu'il y aura des monnaies qui ne vont pas utiliser le système de proof of stake qui vont se développer. À l'heure actuelle, ces monnaies sont décentralisées, sont essentiellement décentralisées, ne sont pas là le fait d'État. On a bien vu qu'il y a eu énormément de résistance quand Facebook, aujourd'hui Meta, a voulu créer sa propre crypto-monnaie. Ils ont fini par laisser tomber, par abandonner le projet. Et je pense qu'à moyen terme, on verra surtout les crypto-monnaies émises par les banques centrales qui vont se développer. Je ne sais pas quand, mais à mon avis, ça va réduire l'attrait des crypto-monnaies telles que nous les connaissons aujourd'hui, comme certainement Bitcoin, mais aussi à moyen terme Ethereum. Alors, donc, comment réussir dans le milieu de la finance? Avez-vous des conseils? Donc, déjà, dans la vie, comme dans beaucoup de métiers, je dirais qu'il faut être extrêmement tenace. Il faut être un petit peu entrepreneurial dans le sens où on ne demande pas forcément créer votre entreprise, mais ne pas être complètement passif et attendre des instructions, mais aussi savoir vous poser des questions, aller chercher des lectures, des vidéos sur des nouveaux problèmes, des nouvelles activités en finance, aller voir des sites spécialisés sur par exemple, sur les nouvelles technologies financières, la finance climatique, d'autres domaines. Par exemple, il y a un site à Singapour qui s'appelle FinTech News qui est très bien, qui vous tiendra au courant des nouvelles activités en FinTech. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être avant tout, à mon avis, entrepreneurial et tenace. Maintenant, les qualités à développer dépendent un petit peu de votre personnalité. Personne ne maîtrisera toutes les qualités. Je pense que si vous savez coder ou travailler avec des données, c'est un avantage. Il faudrait essayer de développer cela au maximum. Il faut aussi essayer d'apprendre au moins les bases si vous n'avez pas de connaissances sur le sujet. Et si vous êtes complètement hostile à la technologie et aux sciences, écoutez, vous pouvez travailler en groupe avec des personnes qui font ça mieux que vous, mais dans ce cas-là, il faudrait que vous apportiez des savoir-faire que les personnes les plus techniques n'ont pas. Il y a extrêmement peu de personnes qui sont à la fois très bonnes techniquement et très bonnes communicantes, par exemple. Donc, il faut savoir développer une certaine, par exemple, intelligence émotionnelle, comme on dit, des capacités de communication diverses et variées. Ça, voilà, ce sont deux grandes choses, deux grands domaines, deux grands types de talents à avoir. Les compétences techniques, savoir résoudre des problèmes, savoir interpréter des données, savoir coder de façon à générer de données et réagir en fonction des données qui sont générées. Et savoir communiquer avec un certain nombre de personnes dont certaines ne seront pas forcément liées au domaine de la finance. Un but est-il suffisant pour avoir un poste dans la finance? Ah, un BUT, pardon. Alors, écoutez, ça dépend un petit peu. Il faut savoir que le monde est en train de changer. Il y a une vraie crise du recrutement. En fait, il y a un manque de personnes qualifiées un peu partout. En ce qui me concerne, et beaucoup de personnes en technologie pensent que le diplôme ne fait pas tout. Le diplôme vous aide à apprendre certaines choses. Donc, pour élargir un petit peu la question, c'est pas seulement le BUT, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le nouveau DUT, donc c'est le brevet, c'est le nouveau DUT qui a lieu en 3 ans. Que ce soit un BUT ou même pour les personnes qui décident d'être autodidactes, il peut y avoir des personnes qui sont autodidactes, mais qui ont un véritable côté entrepreneurial, qui développent leurs propres compétences. Et ces personnes-là, de toute façon, peuvent trouver leur place dans le monde. Il ne faut pas imaginer que le monde de la finance, ça va demeurer quelques grandes banques, quelques grands acteurs qui vont être là et daigner vous recruter ou pas vous recruter. Il y aura de plus en plus de startups. Ça commence déjà. En France, il y a des startups qui font des choses magnifiques. Ces startups-là vont chercher des talents un petit peu différents de ceux que vont rechercher les entreprises les plus développées. Donc,
il ne faut pas imaginer que parce que vous n'avez pas fait tel ou tel parcours, vous n'avez aucune chance. La vie, c'est pas ça. De toute façon, la plupart d'entre vous êtes jeunes, je pense, et ça veut dire que l'avenir vous appartient. Donc, à partir du moment où vous êtes motivé, vous vous donnez les moyens à titre personnel de développer vos compétences, je pense que vous pouvez avoir vos chances. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont eu énormément de succès sans pour autant avoir fait tel ou tel cursus dans la finance. Quel avenir dans la finance pour les altcoins, stablecoins? Donc, c'est un petit peu ce que j'expliquais plus tôt sur les crypto-monnaies que j'imagine, à titre personnel, se développer plus à l'initiative des banques centrales et de façon plus centralisée que ce qu'on voit aujourd'hui. D'autant qu'il y a dans les blockchains, qui est donc la technologie qui sous-tend les crypto-monnaies, il y a aujourd'hui une contrainte technologique qu'on appelle le trilemme des blockchains, qui est qu'on ne peut pas concilier la décentralisation, l'échelle, donc le développement à grande échelle, et la sécurité. Donc, pour moi, le proof of stake sur lequel s'appuie Bitcoin ne peut pas se développer à très grande échelle. Donc, les bitcoins seront nécessairement limités, ce qui peut faire une partie de leur valeur aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Mais je pense qu'il y aura d'autres techniques de minage qui vont devenir plus populaires et qui auront plus de succès à l'avenir que la technologie de minage utilisée par les bitcoins. Comment se passent les inscriptions à l'Imperial College? Examen d'anglais nécessaire? Oui, il y a des GMAT aussi. Donc, ça n'est surtout pas Parcoursup, en tout cas, il y a marqué Parcouru, je ne sais pas. Donc, surtout pas Parcoursup. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de licence. Nous allons bientôt créer une licence qui sera assez scientifique, parce qu'Imperial College, c'est une grande université scientifique. Donc, on aura des maths, de l'informatique et de la science des données, en fait, et de l'économie-finance. Mais pour l'instant, Imperial College n'a que des masters, donc il faut candidater à ces masters directement, après avoir passé des tests d'anglais, effectivement, et un GMAT, bien souvent. Voilà, nous avons de plus en plus de candidats, il y a des milliers de candidats, mais on a aussi beaucoup de place, et voilà, nos programmes de finance ont énormément de succès, et d'ailleurs, nous avons des étudiants du monde entier, mais nous avons trop peu de Français, donc je ne peux que vous encourager à candidater. Alors, comment se passe une inscription à l'Imperial? J'ai déjà répondu. Voilà. Pour s'épanouir dans la finance sans travailler dans les grandes places boursières comme New York, Londres, etc. Absolument, absolument. Nous avons besoin de personnes créatives et justement, bon, d'un côté, évidemment, si vous allez à Londres ou à New York, vous aurez tout un écosystème extraordinaire de personnes avec plein de talents qui font de la finance, beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire. Mais je vous ai parlé déjà d'innovations qui ont lieu notamment au Kenya. C'est au Kenya qu'est née la première monnaie basée sur les minutes de téléphone. Elle s'appelle M-Pesa. Et la technologie a eu tellement de succès que d'autres pays voisins l'ont adopté, et d'autres pays d'Asie l'ont adopté. Et donc, des personnes qui n'ont pas accès à des comptes en banque traditionnels peuvent stocker de l'argent, en fait, garder de l'argent via des minutes de téléphone. Donc, vous voyez, ça, c'est un des exemples où on peut faire des choses extrêmement intéressantes, même si on n'est pas à Londres ou à New York. Au Bangladesh, Mohamed Younous a développé le microcrédit. Il n'était pas à Londres ou à New York. Donc, évidemment, il y a beaucoup de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a des banques qui sont là aussi en France, pour des personnes qui n'ont pas forcément accès au tout meilleur système bancaire, au tout meilleur service des banques existantes. Donc, évidemment, on peut faire de la finance de plein de façons différentes, pas uniquement à Londres ou à New York. D'ailleurs, il y a énormément de personnes en France qui sont très heureuses dans le monde de la finance. L'autre facette de la finance, je connais aussi des personnes qui n'ont pas commencé dans la finance, qui ont rejoint la finance, et à contrario, des personnes qui ont commencé dans la finance et qui ont cherché au bout d'un moment un métier plus responsable que celui qu'ils faisaient dans la finance, et qui ont
qui ont rejoint des startups qui travaillaient, par exemple, dans des domaines plus verts que la finance. Donc, il ne faut pas croire que la finance, c'est un silo qui va vous orienter à tout jamais vers un type d'activité. Dans la vie, on peut se réorienter, utiliser les compétences qu'on a développées dans un domaine, dans un autre domaine. Il ne faut surtout pas croire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Londres et New York. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire partout dans le monde. Alors, licence en finance et banque. Et le master en finance coopérative, très bien, assurance. Très bien, je peux les utiliser ici en France ou je dois faire une formation ici. Alors, on peut utiliser ça. Encore une fois, il y aura différents types d'employeurs qui vont valoriser différents types de profils. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de startups, encore une fois, qui ont du mal à recruter. Il y a beaucoup d'entreprises, en fait, maintenant, assez rapidement, qui ont du mal à recruter. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en anglais the Great Resignation. Il y a de plus en plus de personnes assez jeunes qui font le choix de mener une vie plus humble, moins consommatrice, mais de quitter leur emploi et de changer de vie. Donc, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, tout le monde se précipite vers les métiers vers les métiers existants. Il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister dans les années à venir. Et il ne faut pas seulement vous poser en personne qu'on voudra bien recruter, mais aussi en personne qui a des opportunités, qui aura des opportunités et qui pourra développer certaines compétences partout. Et en ce qui me concerne, un des plus beaux luxes, c'est avoir un métier qu'on aime, utiliser la finance pour aider des beaux projets à se développer. Et ça se fait. Vous voyez, des personnes qui ont financé Eurotunnel qui permet aujourd'hui d'aller à Londres en train, par exemple. À l'époque, c'était déjà des petits porteurs. C'est un gros financement de projet pour faire quelque chose de beau qui rapprochait les hommes, par exemple. Il y a énormément de choses qu'on peut faire grâce à la finance. On finance des projets très intéressants. Même si certains ne réussissent pas, il y a des gros projets qui sont financés grâce à différents types d'actions financières. Pour moi, c'est vraiment une des beautés de la finance. Alors, autre question, quel est le master en université que vous conseillez pour devenir trader et la licence à faire avant? Oh là là. Si vous pouvez faire des sciences avant, je pense que c'est bien. Le master que je conseille, c'est un petit peu délicat parce que j'ai beaucoup d'amis qui enseignent dans plein de masters. Mais écoutez, si vous êtes... en fait, le problème, c'est que je connais plus ceux qui enseignent en anglais, y compris à Dauphine. Il y a le master 203, par exemple, qui enseigne en anglais. Il y a un master gestion d'actifs à Dauphine. Et il y a des masters à Impérial, donc Risk Management and Financial Engineering, ou Investment and Wealth Management sont des masters qui préparent au métier de la gestion d'actifs et du trading. Maintenant, le trading, il faut savoir qu'il y a beaucoup de métiers. Il y a des métiers plus ou moins techniques en fonction de ce que vous tradez. Donc, c'est quand même une bonne chose d'avoir des compétences techniques, mais ça ne fait pas tout. Il faut savoir que voilà, on a besoin d'un certain nombre de qualités quand même. Pour travailler dans les fintech, vous conseillez de suivre un parcours en finance traditionnelle ou de s'orienter ensuite ou directement étudier la fintech? Alors, à Imperial, nous avons un master de fintech qui a été créé récemment et qui marche très très bien. Et on vous apprend à coder, à travailler avec les données, mais aussi des compétences plus traditionnelles de la finance. Mais vous pouvez aussi, de toute façon, il faut quand même imaginer que bien des choses qui vont exister en fintech dans 10 ans ne sont même pas enseignées aujourd'hui, vu qu'elles n'existent pas. Donc, de toute façon, les masters de finance, comme l'essentiel des masters, sont avant tout là pour vous donner des compétences techniques particulières, mais aussi pour vous apprendre à apprendre tout seul. Des choses qui n'existent pas forcément aujourd'hui. Il y a énormément de choses qu'on fait aujourd'hui qui n'étaient pas là quand j'ai fait un master, par exemple, qui n'existaient pas. Donc, il a fallu les apprendre sur le tas plus tard. Donc, il y a énormément de personnes qui apprennent des choses et qui apprendront des choses qui n'existent pas aujourd'hui. En fait, ce qu'il y a de bien avec l'idée de faire un master, c'est énormément
d'abord d'apprendre des connaissances de base, mais aussi et surtout apprendre à réfléchir par soi-même et apprendre à apprendre. Donc voilà, vous saurez apprendre à apprendre, vous apprendrez à apprendre tout seul des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Voilà, attention, le live va bientôt couper. Donc écoutez, je crois que nous sommes là depuis, bientôt une demi heure. Donc en tout cas, ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous parler, de certaines tendances du monde de la finance. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos candidatures pour vos masters et à bientôt peut-être. Au revoir.